Bonjour, je suis Hervé Le Boulaire, forestier scientifique, né et ayant grandi près du golfe du Morbihan et de la rivière de Pénerf. Le petit blondinet ici, c'est moi, mais j'ai un peu changé depuis. Les difficultés de transport m'empêchant d'être parmi vous, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire longue des arbres et des forêts autour du golfe. Mon intervention comportera trois parties qui sont autant de questions. Comment s'est constitué le fond naturel de végétation arborée du PNR? Comment a-t-il évolué jusqu'au début du XXe siècle avant l'urbanisation et le développement touristique? Et quelles sont les perspectives dans le contexte de changement climatique? Je distinguerai très classiquement trois grandes zones écologiques et humaines. Au nord, le plateau des Landes de Lanvaux et des vallées amont de l'Ars et du Lisieux, qui n'entrent pas dans le cadre de mon étude. Au centre, le piémont vantais, en retrait des côtes, avec les agglomérations d'Auray et de Vannes, et le grand axe de circulation de Bretagne Sud. Et enfin, au cœur de la problématique, les rivages du golfe du Morbihan, auxquels je rajoute les rivages de la côte atlantique de Carnac jusqu'à la Vilaine en passant par la rivière de Pénerf, qui présentent des caractéristiques assez semblables à celles du golfe en termes d'histoire des végétations. Comme partout dans les zones tempérées du globe, l'événement fondateur de la végétation naturelle actuelle se situe il y a 15 000 ans, à la fin de la dernière glaciation. Avec ce réchauffement climatique, déjà un réchauffement climatique, mais ça a pris alors près de 5 000 ans, les arbres et les forêts sont revenus par le sud où ils s'étaient réfugiés sous des climats favorables. Il y a 15 000 ans, le niveau de la mer était 130 à 140 mètres plus bas car les glaciers avaient stocké énormément d'eau. Le climat et la végétation du golfe étaient secs, froids, une sorte de steppe toundra boisée, avec de rares bouleaux, des saules et du pin sylvestre comme on peut en trouver aujourd'hui dans le nord de la Finlande ou dans les hautes terres d'Écosse. Les grands glaciers n'étaient pas très loin et on était dans une période climatique qui était, il faut bien le dire, très difficile à vivre. La question qui se pose pour le golfe du Morbihan est de savoir d'où sont venus les arbres qui constituent la végétation naturelle actuelle du golfe. Et plus précisément, y a-t-il eu un refuge climatique glaciaire le long du trait de côte ancien? Il y a des éléments probants aujourd'hui qui renforcent cette hypothèse, vieux sujet d'ailleurs. Je vous ai mis en fin de présentation les sources biblio. Premièrement, il y a un refuge prouvé pour le chêne vert, le chêne liège, le châtaignier, le pin maritime et le loyer le long de la côte du Pays basque et dans les Asturies espagnoles. Ensuite, il y a une haie très ancienne et donc un climat favorable qui est présente de façon sûre depuis 40 000 ans, donc avant le dernier maximum glaciaire, dans la région de Bordeaux, dans la vallée du Ciron. Enfin, et ce sont des données nouvelles, le climat reconstitué compatible avec la présence du chêne vert et des autres espèces thermophiles le long des côtes il y a 25 000 ans, près de l'estuaire commun ancien de la Vilaine et des rivières du Sud-Morbihan. Dernier point, et résultat aussi récent, une originalité génétique et des caractères communs pour tous les chênes verts présents actuellement, de la Gironde à la presqu'île de Ruisse. Et enfin, dernier argument, mais connu depuis des décennies, une présence très précoce du chêne vert dans les pollens de la zone du Golfe dès le début de la période postglaciaire. Bien évidemment, dans la zone de refuge à moins 140 mètres aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'aller y faire des observations pour vérifier si le chêne vert, le chêne liège, le pin maritime et autres pouvaient s'y trouver. Regardons ça dans le détail à partir des données climatiques. Je vous présente ici une application à la dernière période glaciaire des résultats de mes travaux de modélisation du modèle IKS. Qu'est-ce qu'on trouve il y a 25 000 ans? On trouve ici en bleu et le long de la côte de Gascogne, à moins 140 mètres, on trouve un climat
qui est compatible avec la présence du chêne vert, du pin maritime et des feuillus thermophiles. Ce climat est en gros celui que l'on a actuellement à Bréhat et Saint-Malo, c'est-à-dire frais l'été, très doux l'hiver et sans sécheresse marquée. Et dans ce secteur, entre Bréhat et Saint-Malo, on trouve introduit le chêne vert, le pin maritime, le châtaignier, voire des espèces quasi semi-méditerranéennes. Je fais deux hypothèses, mais le même raisonnement vaut à la fois pour le golfe du Morbihan et pour toutes les zones entre l'embouchure de la Gironde et le golfe du Morbihan. Soit ce refuge prouvé, dont on sait le long de la côte et dans des prélèvements qui sont à faible profondeur qu'il y avait à la période glaciaire le chêne vert, le maritime, enfin toutes les espèces thermophiles, soit ces refuges se poursuivaient, très bleus ici, jusqu'au large des côtes de Bretagne, et auquel cas la recolonisation s'est faite à la remontée du niveau avec les espèces thermophiles qui ont suivi le trait de côte, soit on n'a pas d'extension de ce refuge, et on a eu à ce moment-là une remontée des espèces, toujours en suivant le trait de côte, à partir du refuge du sud du golfe de Gascogne. À partir de toutes ces données, on peut faire une proposition de reconstitution de l'origine de la flore arborée autochtone du golfe du Morbihan. On peut considérer que le chêne vert, le pin maritime, le châtaignier, les espèces thermophiles viennent d'une remontée à partir des refuges du golfe de Gascogne le long du trait de côte à la fin de la glaciation. Pour quelques espèces tolérantes au froid, noisetiers, saules, pin sylvestre, le pin sylvestre d'ailleurs a disparu depuis le haut Moyen Âge, on aurait des survivances locales pendant la période glaciaire. Et pour les autres espèces, comme le hêtre, chêne sessile, chêne pédonculé, merisier, on pourrait avoir eu des migrations classiques à partir de l'est et du sud-est par les terres. On peut tenter une histoire de l'évolution de la couverture arborée depuis le Mésolithique il y a 9000 ans, avec au départ des défrichements massifs dès 7000 avant la période présente et en particulier à la grande période mégalithique. Les monuments mégalithiques ont nécessité des présences humaines importantes avec, pour les nourrir, des surfaces agricoles qui laissaient peu de place à la forêt et aux arbres. Ensuite, ce couvert boisé très faible s'est probablement maintenu pendant toute la période qui a suivi. Le pays ventais constitue ainsi un remarquable exemple de continuité d'occupation humaine dense, que ce soit à la période gauloise, gallo-romaine, bretonne, puis sur le haut Moyen-Âge et la période moderne. Il faut y rajouter, en presqu'île de Rhuys et autour du golfe, un système agricole d'open field sans bocage, peu connu en Bretagne, mais qui subsiste jusqu'au XXe siècle. Et à partir de 1900, la situation change. On a une déprise agricole, le boisement des landes et surtout les plantations ornementales qui sont liées à l'urbanisation et qui se sont faites par-dessus un territoire très anciennement déboisé, quasi sans arbres, sauf peut-être autour de l'habitat aristocratique, mais qui devait être peu développé. Quelques gravures et cartes postales, collection de François de Beaulieu, pour illustrer ce à quoi pouvait ressembler le paysage vers 1900, et paysage probablement aujourd'hui oublié et très différent de celui qu'on a l'habitude d'avoir sous les yeux. La gravure à gauche représente l'île aux Moines, vers 1860-1870, pas d'arbres, rien, quelques murets entourant les champs. De même, vers 1900, même type de paysage. Les terres au loin de la côte sont probablement en lande et en terre agricole. Si on regarde ces cartes postales un peu plus précises, toujours à l'île aux Moines, on voit ici un paysage sans arbres, sans bocage, avec des murets. Les arbres ici du bois d'amour qui étaient déjà présents. Curieusement, ce paysage est assez proche de celui qu'on peut trouver actuellement en Irlande. Ici, la pointe du Traire, avec en face la pointe d'Aradon, toujours ce même paysage très ouvert, sans arbres, avec des murets. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la même photo, prise du même endroit, mais en 2004, avec la route, des plantations de pins maritimes, de cyprès,
et les parcelles agricoles qui sont en train de se boiser peu à peu. Autre paysage classique, c'est le paysage du bois d'Amour. En 1900, il est déjà installé, mais il fait vraiment l'aspect de quelque chose de très original dans le paysage. Et alors qu'en 1955, ce bois d'amour a été rejoint, si l'on peut dire, par d'autres plantations et contribue à la fermeture totale du paysage que l'on connaît depuis. Eh bien, parlons maintenant du futur pour le siècle en cours et bien sûr de la question climatique. On peut dire qu'on peut être à peu près rassuré pour la moitié ouest de la Bretagne, donc pour le golfe du Morbihan, puisqu'il y a un certain consensus pour dire que toutes les projections climatiques amènent à une situation qui serait globalement maintenue favorable. Vous avez ici quelques cartes qui sont issues du modèle IKS avec des couleurs qui correspondent à des climats identiques. Ici en jaune le méditerranéen. Le climat actuel, c'est un climat qu'on peut appeler thermo-atlantique semi-humide, moins humide que dans le Pays Basque et le sud des Landes, et qui ressemble à ce que l'on a actuellement et ce qu'on trouve jusque sur les côtes du nord de l'Espagne. Les projections moyennes, c'est-à-dire le tendanciel, nous amènent vers 2070 au maintien de ce climat, donc on peut dire pas grand changement, mais attention, dès que l'on est sur la partie est de la Bretagne, Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique, on se retrouve avec un climat qui est de type méditerranéen, et ce climat méditerranéen pourrait se rapprocher du Golfe si on avait une accélération du changement climatique, c'est-à-dire si on ne réduisait pas nos émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il en est des arbres? Eh bien, du fait qu'il n'y a pas de rupture bioclimatique, qu'on a un climat plus doux, plus chaud, mais avec une sécheresse modérée, il y a bien sûr des espèces qui deviennent inadaptées, celles qui sont déjà en limite, le chêne pédonculé, le sapin pectiné, le hêtre, toutes espèces qu'on a vues souffrir lors des périodes de sécheresse précédentes. Il y a par contre toutes les espèces qui se maintiennent, les espèces autochtones anciennes, le pin maritime, chêne vert, châtaignier. Attention aux châtaigniers, il y a un problème sanitaire dessus. Les introduits du XXe siècle, le cyprès de Lambert, le paradiata et tous les autres introduits se maintiennent. Et il y a possibilité d'introduire de nouveaux exotiques, c'est-à-dire toutes les espèces méditerranéennes et des espèces de climat doux, ce qui pourrait nous amener, je ne sais pas si c'est une bonne chose, à avoir des palmiers, des eucalyptus et d'autres espèces presque subtropicales. Il faut souligner fortement les risques sanitaires. On a une mondialisation des échanges et le réchauffement vient se rajouter là-dessus et il y a des problèmes parasitaires potentiels forts et imprévisibles du fait des changements d'équilibre et des nouveaux parasites introduits. Je terminerai par une synthèse forcément partielle vu les incertitudes du futur et probablement partiale vu que j'y exprime aussi quelques idées personnelles. L'histoire post-glaciaire a doté le golfe d'un fond botanique très adapté aux climats locaux futurs avec la présence d'espèces thermo-atlantiques. Il y a eu ensuite ce poids extrêmement fort de l'homme qui, dès le néolithique, a déboisé la région, je dirais désarbré, jusqu'à la fin du modèle rural dominant au siècle précédent, vers à partir de 1900 jusqu'à 1950. Ensuite, on a eu un retour de l'arbre qui s'est fait par enfrichement et surtout en accompagnement d'une urbanisation que j'estime mal maîtrisée sur le modèle maison individuelle. Je pense que ce modèle d'urbanisme actuel, bien que perçu comme positif par les propriétaires, il suffit de voir l'état du marché immobilier, est probablement instable. Est-il durable du côté bâti? Est-ce que les nouvelles générations vont avoir le même modèle culturel de la maison individuelle? Et est-ce que ces constructions qui datent des années 60 pour les premières sont durables ou pas? Par quoi vont-elles être remplacées? Il y a aussi une non-durabilité de la matrice arborée. Les arbres qui ont été plantés poussent, occupent de plus en plus de l'espace construit au point de l'envahir et de l'enfermer, et il y a vieillissement et non-renouvellement des arbres. Alors, quel avenir pour l'arbre au XXIe siècle? Eh bien, probablement, comme de tout temps ici dans le Golfe, cela va être très dépendant du contexte d'occupation humaine et de la façon dont elle est régulée.
La contrainte climatique, je pense, sera secondaire. La palette d'espèces possibles sera très large, de plus en plus large, avec un risque de banalisation et de voir apparaître tout et n'importe quoi dans le paysage végétal. L'arbre lui-même, qu'il soit isolé ou en plantation forestière, et le boisement spontané ont des dynamismes autonomes, avec des effets forts de croissance et d'occupation de l'espace, mais lents à se manifester. Le fait que ce soit lent, sur près d'un siècle, ça conduit à une vision culturelle statique de l'arbre, alors que la situation est en fait en mouvement permanent. Je pense que ce contraste entre une vision culturelle statique de l'arbre avec une espèce de patrimonialisation doit amener à réfléchir sur les politiques de protection-conservation d'une part et de création de lieux plantés d'autre part, de façon à anticiper dès la plantation ce que sera le paysage 30, 40, 50, 70 ans plus tard. Merci à vous, aux gens d'ici et d'ailleurs qui prennent soin du pays, et mon bon souvenir à tous mes parents et ancêtres qui depuis des siècles ont traîné leurs sabots, souvent leur misère, toujours et encore leurs rêves et leurs espoirs, sur les landes et les côtes, entre Damgand, Béric, Tréfléan et Elvin.